Bonjour à tous. Il est 15 heures, donc il est l'heure prévue pour le début de ce séminaire. Je pense qu'on va pouvoir y aller. Donc, à nouveau, bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel opus des webinaires Meet the Specialist organisé par Chopin Technologies. Pour rappel, l'ambition de ces webinaires, c'est de partager avec les meuniers, les boulangers, les acteurs de la filière blé, farine, pain, et plus globalement toutes les personnes intéressées par cette thématique, donc de partager avec eux, avec vous, euh, différents retours d'expérience, différents savoirs, différentes connaissances ou tout simplement différentes idées sur le contrôle et la maîtrise de la qualité des farines et des pâtes. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, à savoir l'inspection par vision, je vais vous donner quelques informations pratiques concernant le déroulé de cette présentation. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Olivier Morin, je suis spécialiste produits et applications chez Chopin Technologies et c'est moi qui vais avoir la chance de vous faire cette présentation aujourd'hui. Petit complément d'information, cette présentation, ce webinaire a été organisé en collaboration avec iPro, en l'occurrence avec Andrea Bertullo, qui est directeur général et membre fondateur de la société iPro. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, iPro est une société spécialisée justement dans le développement, la fabrication et la mise en place et la vente de systèmes d'inspection par vision. Et iPro, tout comme Chopin Technologies, sont deux entités, deux compagnies du groupe KPM Analytics. Pour continuer, si on vient à la présentation elle-même, elle va durer une trentaine de minutes environ. Hop, je vais juste mettre mon pointeur. Oui, une trentaine de minutes environ, à la suite desquelles je ferai de mon mieux pour répondre aux questions que cette présentation a pu susciter chez vous. À ce sujet, vous pouvez dès maintenant et tout au long de la présentation faire part de vos interrogations, commentaires via le petit module questions-réponses disponible sur Zoom. Dernier point pratique, cette formation est, comme vous l'avez peut-être remarqué, enregistrée et vous aurez bien sûr accès à l'enregistrement par la suite si vous souhaitez approfondir certains points, en revoir d'autres ou tout simplement partager cette présentation avec certains de vos collègues qui n'auraient pas pu être présents aujourd'hui pour le live. Et bien sûr, donc vous recevrez dans quelques heures, je pense, le lien pour accéder à cette présentation. Ces petits préliminaires étant faits, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et de parler d'inspection par vision. Pour essayer de contextualiser un petit peu cette présentation, c'est la première d'une série qu'on va proposer cette année autour d'un thème que l'on pourrait appeler savoir plutôt que supposer, ou qu'on pourrait traduire aussi de façon un petit peu différente sous la formulation ce qui peut être mesuré peut être amélioré. Donc, c'est un petit peu ce qu'on va essayer de dérouler durant cette présentation et puis durant toutes celles qui vont avoir lieu au cours de l'année 2024. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est globalement de se dire que nous tous, acteurs de la filière céréalière, que ce soit le meunier, le boulanger industriel, le sélectionneur ou nous, fabricants de matériel de laboratoire, notre objectif in fine, c'est de satisfaire le consommateur, c'est de faire en sorte de lui proposer des produits, des pains, des croissants, que sais-je, qui lui donnent pleinement satisfaction. Et on devait résumer, c'est faire en sorte que ce petit bonhomme là qui est en train de manger un beignet, eh ben, il aime tellement le beignet qu'il demande sans arrêt à son papa et à sa maman de lui racheter le même beignet. Et qu'à chaque fois que son papa ou sa maman lui rachète le même beignet, je dis bien le même beignet, il trouve la même satisfaction, le même goût, la même odeur, et qu'il ait toujours envie de recommencer. Donc, pour produire ce même beignet avec les mêmes caractéristiques, eh ben, c'est possible uniquement si le processus permettant de fabriquer ce beignet est sous contrôle. Alors, qu'est-ce qui doit être sous contrôle? L'ensemble du processus, les machines, l'être humain, la recette, les approvisionnements, et bien sûr les matières premières, parmi lesquelles la farine. Donc là encore, si on continue à remonter un petit peu le processus, eh ben, il faut que l'outil qui permet de fabriquer la farine, donc le moulin,
soit lui-même et que le processus de mouture soit lui-même sous contrôle, là encore au niveau des moyens humains, des moyens matériels, des moyens logistiques, de façon à produire toujours une farine qui réponde aux besoins du boulanger. Et là encore, ça va dépendre aussi en partie et en grande partie de la qualité des blés approvisionnés. Donc tout ça pour dire que avec un objectif final commun, ou en tout cas que chaque maillon de la chaîne de production, depuis l'amont jusqu'à l'aval, a son rôle à jouer dans l'obtention de la qualité finale, dans l'obtention du produit que le consommateur va acheter, et qu'à chaque étape, on va avoir besoin de faire des contrôles. Alors, ces contrôles vont s'appuyer sur de très nombreuses variables que j'ai déjà citées, les moyens humains, les moyens matériels, les moyens méthodologiques, les moyens de contrôle, et avec une approche forcément multifactorielle. Si maintenant on se focalise un peu plus sur les priorités du boulanger, l'étape à laquelle on va s'intéresser un peu plus particulièrement aujourd'hui, là encore, si on vient, c'est de satisfaire le consommateur, donc ce que je disais en termes de qualité, mais aussi en termes de disponibilité, c'est-à-dire que le jour où j'ai envie d'acheter mon fameux beignet, je ne sois pas déçu de ne pas le trouver parce que le magasin est vide, parce qu'on n'a pas su le produire en temps et en heure, et du coup, je vais peut-être m'orienter vers un concurrent, et puis qu'il y ait une certaine cohérence avec de gamme par rapport au produit et par rapport au marché. Et bien sûr, satisfaire le consommateur, c'est dans l'objectif de vendre un maximum de produits pour pouvoir assurer le bon fonctionnement et la santé économique de l'entreprise. Mais quand je dis pour fabriquer un grand nombre de produits, il faut que ce produit soit de la qualité entendue et soit capable aussi d'être produit sans difficulté ou avec un minimum de difficulté sur ligne. Tout ça dans le but d'assurer ce qui est le but de chaque société, sa rentabilité économique et sa pérennité sur le long terme. Alors bien sûr, pour pouvoir atteindre ces différents objectifs, chaque industriel, chaque boulanger, pour simplifier, va être confronté au quotidien à un certain nombre de défis, des défis marché, des défis marketing qu'on vient d'évoquer à l'instant avec le besoin de satisfaire le client de façon continue, pérenne et constante sur un marché qui est par ailleurs très concurrentiel et où les offres sont tellement diverses que le client est loin d'être captif et peut à tout moment se détourner de mon produit pour aller chercher celui du voisin. Il va être aussi confronté à un certain nombre de défis opérationnels. Pour fabriquer ce petit pain, ce beignet, il va falloir répondre à des règles ou suivre des règles de production strictes, des réglementations, des normes qui sont imposées. Il va falloir maîtriser un certain nombre d'opérations, dont certaines sont relativement complexes. Il va falloir maîtriser l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et des risques qui peuvent être associés. C'est d'autant plus vrai depuis quelques années. Il va falloir maîtriser ses coûts de production, là encore dans un souci de rentabilité, ce qui est quand même aussi un enjeu important pour l'entreprise. Et puis, il y a des nouveaux défis opérationnels qui sont arrivés, qui, à ma connaissance, sont un peu plus récents, mais dont on entend parler de plus en plus souvent. C'est un petit peu l'employabilité, ou plutôt la main-d'œuvre, le personnel et l'humain qui va pouvoir être derrière pour pouvoir assurer cette production. En effet, les retours qu'on a depuis quelques temps, c'est que le marché du travail est de plus en plus tendu, avec des taux de rotation élevés du personnel, et petit à petit une perte de connaissances liée au départ à la retraite d'un certain nombre de travailleurs expérimentés, et de leur non-renouvellement, ou en tout cas pas suffisamment, pas à temps, pour pouvoir leur transmettre un savoir relativement empirique, mais extrêmement important. Et ce qui découle aussi là sur un besoin nouveau de pouvoir avoir des outils qui permettent de faciliter cette transition entre les générations d'opérateurs ou entre les rotations de personnel. Et puis enfin, l'autre défi, ça va être aussi sur le produit lui-même, de pouvoir mesurer et puis avoir un contrôle adapté, tant en quantité qu'en qualité des matières premières qui vont intervenir dans la fabrication du produit qu'on veut faire, et puis pouvoir là aussi contrôler le produit fini en lui-même et être sûr de ne délivrer sur le marché et au consommateur final que les produits qui sont conformes à ce qu'on en attend et à ce que souhaite le consommateur. Donc on voit bien que pour pouvoir assurer cette production à grande échelle, il va falloir mettre en place des outils et des processus pour maîtriser cette qualité de production tout au long de la chaîne. Alors c'est bien sûr forcément complexe, surtout dans ce domaine des industries de cuisson où les variables et les paramètres d'ajustement sont nombreux. On en a déjà évoqué un certain nombre, les ingrédients.
faut bien les choisir, il faut bien les référencer, il faut bien les suivre, il faut pouvoir les analyser au quotidien et vérifier qu'elles correspondent à ce qu'on souhaite. C'est la façon dont on va assembler ces ingrédients au sein des recettes et des formulations. Ça va être aussi l'impact, la maîtrise ou la capacité à maîtriser les facteurs environnementaux. Est-ce que je vais pouvoir produire de la même façon, avec la même qualité, que je sois en hiver ou en été, qu'en fonction que la température ou l'hygrométrie change euh, dans mon environnement de production? Est-ce que je vais être capable aussi de pouvoir maintenir un haut niveau de fonctionnalité de mes équipements grâce à un entretien préventif peut-être plutôt que curatif, grâce à une formation aussi de la main-d'œuvre et être sûr d'avoir toujours du personnel qualifié à mettre sur ma ligne de production. Donc on voit vraiment que les enjeux sont nombreux et variés. Et ça revenir pour reboucler un petit peu sur la thématique de cet objet qualité, c'est de se dire qu'elle doit être présente à chaque étape du processus, mais que finalement, on devrait peut-être le prendre dans le sens inverse de ce qu'on voit habituellement. C'est vrai que souvent c'est le meunier qui définit un petit peu la qualité de la farine et ainsi de suite à chaque étape. Là, l'idée, c'est de se dire finalement, qui c'est qui est le décideur final? C'est le consommateur, c'est lui qui va définir quel est le produit qu'il attend. Et donc, globalement, ça va être de partir de ça, de définir ce que c'est qu'un bon produit. Alors, bien sûr, ça va dépendre en fonction du produit qu'on veut faire, du pain, de la baguette, du fromage, à la rigueur, et puis de chaque entreprise, de critères locaux, mais être en mesure de se dire, OK, ce que je veux fournir ou ce que le consommateur attend de moi, c'est ça, et c'est ça un bon produit que je dois lui délivrer. Et à partir de là, se dire, voilà, pour pouvoir assurer in fine cette qualité de produit, il faut que durant mon process de production, ma pâte, que ce soit en sortie de pétrissage, lors de la phase de fermentation ou avant la cuisson, elle est telle et telle caractéristique. Il faut que je sois capable, pour pouvoir assurer in fine ce qualité de produit final, que je sois capable de suivre ma pâte à ce moment-là. Ce qui veut dire que pour pouvoir, si on continue à remonter un petit peu le processus, pour assurer cette qualité de pâte, il va falloir que je définisse aussi que ma farine, elle doit être entre telle et telle qualité et définir une sorte de cahier des charges boulanger que je peux transmettre à mon meunier en lui disant, voilà, j'ai défini, moi, pour produire ce produit-là, j'ai besoin de cette qualité de pâte et pour obtenir cette qualité de pâte sur ma machinerie, sur mon process, mon outil de production, j'ai besoin de telle qualité de farine. Et ça sera donc au meunier, in fine, d'aller lui aussi se dire, voilà, pour pouvoir offrir à mon client boulanger la qualité de farine qu'il a définie, je vais devoir aller sélectionner les blés qui me permettent, tout en assurant ma rentabilité, de répondre à cette qualité de farine et qui soit bien adapté aussi à mon outil de fabrication, à mon diagramme de mouture, pour dire autrement. Et donc, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a besoin, à chacune de ces étapes, que ce soit au niveau du produit fini, que ce soit au niveau de la production, que ce soit au niveau de la farine ou de la sélection des blés, de moyens et d'outils de contrôle pour à chaque étape pouvoir être sûr qu'on est dans les clous et qu'à in fine, au bout de chaîne, on aura le résultat attendu. Et donc, c'est de trouver l'outil adapté. Et au sein de la société KPM, on a les outils, les solutions qui permettent de répondre à chacune des étapes. Alors que ce soit via Chopin, que ce soit via Unity pour les premières étapes, ou que ce soit via iPro, ce qu'on va voir un peu plus en détail aujourd'hui, pour tout ce qui concerne les systèmes de vision. Et donc, ce que je vous disais à l'instant, on va s'attarder aujourd'hui, c'est sur cette étape-là. Et puis, lors des prochains séminaires qui auront lieu durant l'année, on remontera progressivement les étapes les unes après les autres jusqu'à la production de farine. Alors, si on s'intéresse maintenant plus spécifiquement au système d'inspection par vision, si on devait définir de façon très, très générale, un système d'inspection par vision, c'est globalement un système qui va permettre de détecter un objet. Alors, ce que j'appelle un objet ici, ça peut être un pain, une baguette, un fromage. Donc, de détecter un objet ou une caractéristique ou des caractéristiques de cet objet, sa couleur, sa forme, sa taille, que sais-je, la répartition de certaines graines de sésame à sa surface. Et donc, de pouvoir détecter cet objet ou ces caractéristiques d'objet via un traitement informatisé d'images numériques. Alors, on va essayer de détailler ça un petit peu plus en profondeur. Mais globalement, quand on voit ça, on se dit que les systèmes d'inspection ne vont pas pouvoir être identiques selon que je cherche à mesurer de la baguette, du fromage, selon que je cherche à déterminer une couleur ou des topics.
Et c'est clair qu'il risque d'y avoir probablement autant de systèmes d'inspection que de produits ou de paramètres à inspecter. Mais bon, malgré tout, malgré cette grande diversité, tous les systèmes d'inspection se basent quand même sur un certain nombre d'éléments qui leur sont communs. À commencer, on parle dans cette définition par d'inspection de traitement informatisé d'images numérisées, ce qui veut dire qu'à un moment, la première étape que l'on doit faire, c'est d'acquérir une image. Pour acquérir une image, il faut des systèmes de prise de vue, et le plus classique, ce sont les caméras. Bien entendu, cette prise de vue, elle doit permettre de prendre une image identique, en tout cas répétable et reproductible du produit. Ce que je vais essayer d'expliquer en disant, voilà, si j'ai le même produit, je dois obtenir la même image, quel que soit le jour de l'année, que je prenne cette photo le lundi, le mardi, le mercredi ou le jeudi, que je le prenne en hiver ou en été, avec une faible lumière ou une grande lumière, je dois à la fin m'assurer que l'image que je veux obtenir, elle soit dépendante juste de mon produit et pas de son environnement. Donc pour ça, il va falloir faire en sorte que cette prise de vue se situe dans un environnement adapté et standardisé. Alors, ça passe notamment par un choix de lumière, d'éclairage et ainsi de suite. Il va falloir également, pour prendre cette prise de vue, et ça, c'est le but, c'est de le faire sur différents produits, pouvoir amener le produit sous la caméra. Et donc, mon produit circule, mes produits circulent jusqu'à être pris sous le système de prise de vue. Et donc, ça va être assuré par un système, différents mécanismes de convoyeurs électriques et de systèmes électroniques. Il va falloir ensuite que l'image que j'ai prise soit analysée, traitée, afin de détecter l'élément, le caractéristique que je souhaite, le nombre de graines, la couleur, ou ainsi de suite. Il va donc falloir tout un tas d'ordinateurs, de systèmes électroniques pour assurer, et de logiciels, pour assurer ce traitement. Et puis, une fois qu'on a toutes ces données, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les utilise justement pour faire des statistiques et pouvoir se dire, voilà, aujourd'hui, j'ai été moins bon, j'ai eu plus de défauts qu'hier? Est-ce qu'on va l'utiliser pour pouvoir trouver une action correctrice, pour pouvoir éventuellement se dire, voilà, je sais que tous les produits qui sont non conformes, il ne faut pas qu'ils arrivent in fine chez mon consommateur final. Il va falloir que je les éjecte de ma ligne de production. On peut alors, dans ce cas, mettre en place des systèmes, on en verra quelques exemples par la suite, pour pouvoir faire sortir du système, ce qu'on peut voir ici également, les produits qualifiés de non conformes. Alors, ce que je vous ai dit, c'est que globalement, voilà, chaque système va être indépendant. Il y a des grandes lignes, caméras et ainsi de suite. Juste pour illustrer un petit peu le besoin de définir clairement là, vous avez sur cette photo une Bunce et la question, c'est de se poser qu'est-ce que je veux analyser? Est-ce que je veux analyser juste la surface, la couleur, par exemple, de la face supérieure, le nombre de graines qui sont réparties, éventuellement la diamètre? Bon, auquel cas, il va me suffire de placer une caméra qui va me prendre une photo du dessus. Si maintenant je suis aussi intéressé par voir un petit peu la couleur du fond de mon buns, est-ce qu'il est suffisamment coloré, mais pas trop? Il va falloir que j'ai un moyen d'aller prendre une photo du dessous, donc de placer une caméra à cet endroit-là. Donc là, déjà, on voit qu'en fonction du paramètre et de l'endroit où je veux prendre ma photo ou de l'endroit où je veux aller mesurer mon paramètre, il va falloir que j'adapte mon système. On peut se poser ensuite la question de ce que je cherche à analyser comme paramètres. Est-ce que ce sont juste, je dis, une dimension, une couleur, un diamètre, la taille des graines, la taille d'un trou, mais qui peut être visible sur une image en 2 dimensions? Dans ce cas-là, j'ai besoin d'un certain type de caméra. Ou est-ce qu'au contraire, je vais avoir besoin d'informations un peu plus liées à de la 3 dimensions, par exemple un volume, une hauteur, et dans ce cas-là, il faudra faire appel à un autre type de caméra. Donc tout ça pour dire que globalement, on peut faire beaucoup de choses avec la vision. Alors, bien sûr, comme son nom l'indique, la vision se limite à ce qui est visible. On ne va pas pouvoir analyser, par exemple, le cœur du produit. Donc, on va pouvoir faire beaucoup de choses par rapport à la vision, mais que pour pouvoir y arriver, il faut déjà définir bien clairement au départ ce qu'on cherche à analyser. De la même façon, je vous disais, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais que pour pouvoir assurer une pertinence de la réponse, il va falloir faire en sorte que la prise de vue, elle soit dépendante uniquement
du paramètre ou des paramètres que je cherche à déterminer et que ceux-ci ne soient pas influencés par l'environnement extérieur. D'où l'importance d'avoir un environnement, notamment un environnement lumineux qui convienne bien à, à mon besoin, et puis d'avoir, dans ce cas-là, les systèmes lumineux les plus adaptés. Et puis, ben, une fois que j'ai fait cette acquisition d'informations, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je vais les compiler juste dans un rapport mensuel, hebdomadaire, pour voir un petit peu les données? Est-ce que ces données-là, je vais les utiliser pour pouvoir gérer en temps réel un certain nombre de difficultés par rapport à mon produit? Est-ce que je vais les utiliser pour éjecter les produits non conformes? Est-ce que je vais pouvoir utiliser ces données pour éventuellement piloter ma ligne de production et le relier à tous mes contrôles de supervision? Donc il y a toutes ces informations-là, tous ces besoins-là qui sont dans l'absolu possible, mais qu'il faut définir dès le départ. Alors voilà, c'est bien sûr quelques éléments vraiment très généraux. Et là, je vais essayer maintenant de vous présenter un petit peu concrètement, à travers quelques exemples ou quelques idées, comment cette inspection par vision peut s'intégrer dans le quotidien d'une entreprise type boulangerie industrielle. Alors la première de ces aspects, la première de ces aides, elle va concerner ce qu'on va pouvoir appeler la définition de ce que c'est qu'un bon produit. Alors bien sûr, la notion de bon produit, ce qu'on disait tout à l'heure, elle est complètement dépendante du produit qu'on va fabriquer, du marché, du client, d'impact culturel. Mais dans tous les cas, on va pouvoir la définir. Et c'est déjà quelque chose qui est fait, je pense, dans à peu près toutes les entreprises, même si c'est de façon relativement empirique ou manuelle. On va prendre un produit, une Buns, on va mesurer, prendre son pied à coulisse pour mesurer la hauteur et vérifier qu'elle est bien dans les spécifications qu'on a données. On va éventuellement prendre un colorimètre pour aller mesurer la couleur de surface inférieure ou supérieure. Alors on va comme ça pouvoir multiplier toutes les analyses qui existent. Donc ces analyses, elles ont le mérite d'exister, puisqu'on va pouvoir prendre des mesures. Par contre, elles sont souvent très opérateurs dépendants, chronophages, c'est-à-dire qu'on va devoir multiplier toutes les analyses. Il va falloir que je prenne mon pied à coulisse, éventuellement prendre mon ruban pour prendre la circonférence. Il va falloir que je prenne mon colorimètre pour mesurer la superficie. Et puis, selon que ce soit un opérateur A ou lambda, il ne va pas positionner son pied à coulisse exactement au même endroit. Donc, je vais avoir des différences de résultats. Ça ne va pas toujours être très régulier et très robuste comme analyse. Et donc, l'apport déjà, le premier apport qu'on peut observer sur de la vision, qui peut se faire du coup en mode hors ligne, c'est-à-dire d'avoir un appareil tel que celui-ci qui est positionné au laboratoire ou à côté de la ligne, ça va être de faire globalement la même chose que ce qui est fait actuellement, c'est-à-dire de prendre un échantillon et de l'analyser. Mais au lieu de l'analyser un coup avec son pied à coulisse, un coup avec le colorimètre, de le passer une seule fois et d'avoir l'ensemble des informations, au lieu d'avoir une variation qui est liée à l'opérateur, parce que l'opérateur ne va pas positionner son play à coulisses exactement de la même façon, là, on aura, grâce à ce type d'analyse, une analyse qui est objective, complètement indépendante de l'opérateur et qui va pouvoir se faire en une seule fois. Et donc, elle peut être liée soit pour faire du contrôle sur ligne, ce que je vous ai dit, tel qu'il pourrait être fait actuellement en faisant un prélèvement une fois toutes les heures, une fois toutes les demi-heures, une fois toutes les 10 minutes, et puis de l'analyser, d'avoir un rapport complet en très peu de temps et de façon très objective. Il peut être également utilisé pour laboratoire, aider à avoir une appréciation objective de nouvelles recettes ou de nouveaux ingrédients. Je ne sais pas, on a voulu voir, on cherche à avoir un pain qui soit plus volumineux. On a testé différentes recettes et comment on va pouvoir vérifier que la recette A est vraiment plus performante que la recette B. Là encore, habituellement, ce qu'on fait, c'est on prend un volumètre à graines, un volumètre laser ou un pied à coulisse. On va là encore mesurer les différentes caractéristiques indépendamment, individuellement les uns des autres, et puis de façon manuelle et sensorielle. Hop, excusez-moi. Et là, on va encore une fois pouvoir, grâce à ces outils d'inspection par vision déportés, pouvoir le faire de façon rapide, automatique et robuste. Donc ça, c'est vraiment la première approche qu'on peut avoir de l'inspection par vision, c'est en dehors de la ligne, à côté de la ligne ou au laboratoire. On peut encore aller plus loin en le mettant sur ligne. Alors, pourquoi ?
Là, ce qu'on disait, c'est que ce qui est fait dans beaucoup d'entreprises, en tout cas de celles que j'ai pu voir, c'est que pour faire un contrôle qualité, il y a pratiquement toujours un contrôle qualité sur le produit fini. C'est qu'on va prélever, il y a un opérateur qui va venir prélever, ce que je disais, toutes les 10 minutes, toutes les heures, toutes les 2 heures, un, deux, trois échantillons, et puis faire toute la batterie d'analyse qu'on a dit. Donc déjà, ce qu'on a vu, c'est que si on faisait la même chose, mais de façon par vision, par un système de vision, on va gagner du temps, on va gagner en efficacité. Il y a une autre imperfection à ce mode de prélèvement, c'est qu'en gros, vous allez prélever un, deux, trois échantillons de votre produit sur 10 000, 100 000 qui sont produits par an. Vous n'allez pas avoir une représentativité de ce qui se passe réellement sur votre ligne de production. Vous allez analyser, je ne sais pas, 0,1% de ce que vous produisez. D'autant plus que souvent, cet échantillonnage est fait par l'opérateur lui-même. Ce n'est pas un échantillonnage aléatoire. On peut imaginer que l'opérateur, lorsqu'il est face à sa ligne de production, il ne va pas aller chercher le pain, justement, qui est tout seul et qui a une tête un peu bizarre. Il va aller chercher ce qui est le plus représentatif. Ce qui peut se comprendre, ce qui va peut-être donner une bonne représentativité de la production, mais qui risque de biaiser quand même un petit peu cette approche. L'avantage maintenant, c'est si vous posez votre système d'inspection par vision sur votre ligne de production, vous pouvez analyser 100% de vos produits. C'est-à-dire que vraiment avoir une vision globale de la taille, de la hauteur, de tous les paramètres qu'on a évoqués précédemment, de l'avoir non pas sur un échantillon de temps à autre, mais sur vraiment les 1000, 10 000, 100 000 produits que vous fabriquez, et d'avoir ainsi une vision beaucoup plus correcte, beaucoup plus juste et beaucoup plus pertinente de la réalité de votre production. Donc, sur tous les paramètres qu'on a fait. Et ensuite, voilà. Alors, juste pour donner un petit peu un ordre d'idée des paramètres qu'on peut mesurer, ça va être des paramètres type couleur, type green, type type, type irrégularité, un petit peu ce qu'on a évoqué. Je vais passer assez vite. Et puis, sur quel type de produit j'allais dire globalement à peu près tous les produits. Vous allez avoir pouvoir de systèmes tels que la baguette, où vous allez pouvoir déterminer, par exemple, la taille des grignes, alors la taille qu'elles représentent par rapport à l'ensemble, savoir si elles sont réparties de façon uniforme, comment elles sont centrées. Vous allez pouvoir avoir des histoires de hauteur, de dimension, de volume. La même chose, vous allez pouvoir avoir les mêmes dimensions sur ce type de pain de mie, avec les notions de courbure, d'angle droit. Vous allez pouvoir, sur des buns, déterminer son diamètre, le plus grand diamètre et le plus petit, la circonférence. Vous allez pouvoir déterminer la répartition, par exemple, sur ce pain-là, des graines de sésame. Est-ce qu'elles sont réparties de façon homogène? Est-ce qu'on en trouve plus dans le coin supérieur droit ou gauche? Est-ce qu'il peut y avoir des zones éventuellement de l'absence? Et puis, en fonction des critères que vous allez faire, les mesurer. On continue, vous pourrez mesurer, par exemple, le trou dans un bagel, sa circonférence, sa rotondité. Sur des tortillas, le nombre d'impacts colorés, des petites. Voilà. Donc, on voit qu'on peut mesurer ainsi un très, très grand nombre de paramètres. Et là encore, de façon objective, rapide et sur la totalité, si vous avez un système qui est installé sur une ligne de production, sur 100% de votre production. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que une fois qu'on a toutes ces informations, qu'est-ce qu'on en fait? On peut simplement accumuler de l'information et de se dire, voilà, on voit un petit peu comment ça évolue au cours du temps. On peut aussi se dire, à partir du moment où j'ai détecté qu'aujourd'hui, j'avais un taux d'inconformité ou de non-conformité plus important que d'habitude, je vais tirer un signal d'alarme et me dire, il va falloir que j'aille faire une action sur ma ligne, faire un réglage pour corriger tout cela. Et puis, vous avez ce qu'on est en train de voir sur les vidéos qui passent actuellement, vous avez aussi la possibilité de, individuellement, éjecter de la ligne de production tous les produits qui ne répondent pas à vos standards de production. Alors là, sur les petits films qui passent actuellement, on voit qu'en fonction du produit qu'on veut faire, les systèmes pour pouvoir évacuer et sortir de la ligne de production les produits non conformes varient et qu'on peut trouver des solutions globalement adaptées à peu près à tous les produits. Si on termine un petit peu avec cette approche, ce que je disais, c'est que les systèmes de vision permettent déjà de détecter globalement tous les défauts visuels. Alors, on a tendance à dire généralement que ce qui peut être vu peut être détecté. Alors, c'est des fois un petit peu
exagéré dans le sens où souvent l'œil humain, notamment associé au cerveau, a des performances supérieures à tous les systèmes qu'on peut mettre en place. Mais au moins, à contrario, on peut se dire que peut-être le point inverse, si on n'arrive pas à le détecter à l'œil, globalement, on n'arrivera pas à le détecter avec les systèmes de vision. Mais ça reste des outils vraiment puissants qui peuvent voir pas mal de choses. Donc, ça va être de détecter et de classer ces défauts, de fournir des mesures clés pour pouvoir définir éventuellement ce que c'est qu'un mauvais produit, définir des critères d'acceptation, des critères de réjection, et là encore sur des mesures pertinentes et répétables et reproductibles, de se dédouaner de tout ce qui est les facteurs humains, dans la subjectivité, la cohérence d'un opérateur à l'autre, de façon beaucoup plus rapide et sur une façon beaucoup plus robuste, et d'avoir un pool de données statistiques très important pour prendre des décisions de façon la plus éclairée possible. Et ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on arrive à mesurer, généralement, c'est la première clé souvent pour pouvoir ensuite trouver le bon ajustement et la bonne correction à apporter. Donc, on a vu pour l'instant que ces systèmes d'inspection par vision pouvaient être de façon déportée, hein, soit au laboratoire, soit à côté de la ligne, juste pour reproduire ce qu'on fait de façon manuelle actuellement, mais de façon beaucoup plus rapide, objective et pertinente. On pouvait le mettre aussi sur la ligne pour analyser les produits en fin de chaîne, le produit fini, et pouvoir détecter et éventuellement éjecter ceux qui sont non conformes. Et ce qu'on rend compte aussi de plus en plus, c'est que maintenant, la vision commence à remonter vers l'amont et à être un outil réellement d'aide, d'amélioration du processus de production. Alors, globalement, voilà, hop. L'idée, c'est quoi? C'est que pour l'instant, si j'analyse mon produit fini, je vais détecter qu'il est non conforme juste avant, en gros, l'emballage. Donc, c'est bien, il ne va pas arriver sur le marché. Mais peut-être que j'aurais pu le détecter, ce produit-là, ou cette non-conformité, bien avant. Si, par exemple, mon buns, il était déjà de taille trop petite par rapport à ce que je voulais, je pense que j'aurais peut-être pu le détecter dès la fin de la phase de façonnage. Auquel cas, si j'avais pu l'éjecter à ce moment-là, d'une part, j'aurais peut-être pu récupérer le pâton et le réintégrer euh, dans ma pâte par la suite, donc la récupérer. Et puis, en tout cas, je n'aurais pas poursuivi tout le process de fabrication. Je n'aurais pas dépensé de l'énergie pour le cuire. Je n'aurais pas dépensé des graines de sésame que je mets dessus et que j'aurais jeté par la suite. Et puis peut-être que même si j'avais détecté que finalement ce pâton n'était pas conforme, j'aurais pu agir en amont et me dire, bah voilà, je me rends compte qu'il y a un pourcentage anormalement élevé de mes pâtons qui, en sortie de façonnage, n'ont pas le diamètre voulu, eh ben, c'est peut-être le moment que j'accélère et que j'adapte ma ligne de production. Donc l'idée, hein, globalement, si je résume, c'est de se dire que plus je peux détecter le défaut tôt sur ma ligne de fabrication, plus je peux agir vite et moins je vais avoir de rejets et de déchets, plus je vais limiter mes coûts de production. Voilà un exemple, par exemple, qui existe. Il y avait une ligne de fabrication de ce genre de petits biscuits. De ce que je me rappelle, c'est qu'il y avait en gros trois lignes qui passaient dans le four. On peut imaginer une bande hein, comme ça, avec un produit au centre et puis un sur chaque côté. Et puis, ben, la vision a permis de voir que le produit du centre était à la couleur souhaitée en fin de four, que celui de partie haute, on va dire sur la gauche, était trop sombre et au contraire, celui sur la droite était trop blanc. Et ben, en ayant cette analyse-là, avec cet industriel qui avait un four qui lui permettait d'être piloté par assistante informatique, et ben, le contrôle visuel a permis de faire un réglage adapté de façon à corriger, on va dire, le tir et faire en sorte que les trois biscuits, qu'ils soient au milieu, en haut ou en bas, aient in fine la couleur souhaitée. Et ça, de réagir le plus rapidement possible au cours du process de fabrication. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter. C'est forcément très sommaire, mais voilà, ça vous donne un petit peu une idée et de l'intérêt, selon moi, de cet d'outil d'inspection de vision. Donc ce que je vais essayer de résumer et ce que j'ai essayé de vous dire tout au long de la présentation, c'est que ce système de vision peut être hors ligne, dans quel cas il est parfait pour toutes les analyses R&D et des tests ponctuels. Ça peut être aidé aussi pour affiner la fabrication de nouveaux produits ou pour définir des spécifications à implémenter ensuite sur la ligne de fabrication. Ou il peut être également utilisé pour faire du contrôle
en sortie de ligne de façon ponctuelle sur un échantillonnage limité, mais néanmoins sorti de production euh, de ce qui est fabriqué. Il peut ensuite être positionné en ligne sur une sortie de fabrication pour contrôler la qualité des produits juste avant leur emballage, juste en gros le départ avant chez le client. Et de pouvoir, dans ce cas-là, éliminer potentiellement tous les produits non conformes, pouvoir accumuler de l'information et pouvoir tester de façon très rapide, très pertinente, 100% d'une production. Et puis, si on va encore plus loin, ça va pouvoir aider, ce que je vous disais dans les dernières slides, à pouvoir piloter votre processus de production en ayant un contrôle non plus sur le produit fini, mais beaucoup plus en amont sur la ligne de production, en entrée de four, en sortie de façonnage, en sortie de pétrissage, à définir l'endroit le plus pertinent, mais à limiter comme ça, déjà avoir une réponse beaucoup plus active. On va gagner tout le temps entre le début du pétrissage et la sortie du four, et puis limiter les pertes et éventuellement offrir la possibilité de réutiliser la freinte qui est observée. Donc voilà globalement, hein, l'objectif de la journée, c'était de vous présenter cette étape-là, un petit peu la vision, et puis ce qui peut se passer au niveau de la chaîne. Donc, plutôt la contrôle pour l'instant, vision sur produit fini, sur ligne de production. Et ce que j'évoquais au début de la présentation, c'est que cette dernière était la première d'un cycle qui va apparaître tout au long de l'année. Et on se proposera dans les prochains opus de voir un petit peu comment on peut, toujours sur ligne, élever de la pâte et puis pouvoir l'analyser. Une fois, par exemple, qu'on a détecté une difficulté en sortie de façonnage grâce à la vision, se dire, bah voilà, j'ai détecté, ouais, je peux corriger, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de comprendre plus efficacement pourquoi tout d'un coup mes pâtons en sortie de façonnage ne sont pas cohérents et peut-être la faire appel à d'autres types d'analyses, type rhéologie sur pâte, pour pouvoir mieux comprendre et mieux réagir. Et puis, d'un temps encore un peu plus en amont, aller analyser, toujours avec des outils adaptés, ce qui va se passer sur la farine. Donc, voilà un petit peu en quelques mots ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que cela vous aura été intéressant et vous aura intéressé, vous aura été utile. Et je vais voir maintenant s'il y avait des interrogations concernant cette présentation. Alors, et ça, c'est une petite question. Peut-on détecter tout type de défaut? euh, Non. Comme je vous le disais, globalement, ce qu'on a tendance à dire, c'est que pour pouvoir être détecté en vision, il faut déjà que ça soit sur la surface ou les périphéries. C'est clair qu'on ne va pas pouvoir analyser l'intérieur d'un produit, hein, clairement. Et puis, il faut qu'il y ait un contraste suffisant entre ce qui est normal et ce qui est anormal, ou entre l'élément qu'on veut analyser et puis le reste du produit. Par exemple, si on met des graines ou des grains de chocolat sur un gâteau lui aussi chocolat, du brin sur brin, il y a peu de chances qu'on arrive à le détecter. Voilà. Et c'est pour ça que globalement, on a tendance à dire en première approximation que ce qu'on arrive à voir à l'œil, on devrait normalement pouvoir le détecter. Je cherche pas d'autres questions pour le moment. Bon, mais dans ce cas-là, je vous propose de mettre fin ici à cette présentation. Encore une fois, j'espère que cela vous aura intéressé. Et je vous invite à nous suivre lors des prochains opus. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt. Au revoir.